Le Belge a fait une vidéo sur moi, le lieutenant Colombo. Oh, quand je vais dire ça à ma femme... Un impair froissé, un air débraillé, un cigare, un chien flemmard, une vieille Peugeot et surtout une épouse qu'on ne voit jamais mais dont il parle beaucoup. Ça rend ma femme folle. Un flic poli, distrait, apparemment très banal. Et pourtant, c'est l'un des enquêteurs les plus redoutables de la télévision. Son nom, Colombo. Un personnage qui, pendant plus de 30 ans, a déjoué les tueurs les plus intelligents de la fiction policière et révolutionné le polar télévisé. Mais pour la plupart d'entre nous, il reste un mystère. J'arrive. En 1960, Richard Levinson et William Link, deux scénaristes potes depuis la fac, créent le personnage de Colombo, un détective modeste qui résout les crimes par la logique et l'observation, pas par la force. Vous voyez ce que je veux dire? Pour sa première aventure, il prend les traits du massif Bert Fried dans un téléfilm intitulé Enough Rope, assez de cordes, sur la chaîne NBC. Diffusé dans l'indifférence générale, il ne rencontre pas de succès. Pour créer Colombo, Link et Levinson se sont inspirés de plusieurs sources. Les incontournables Sherlock Holmes de Conan Doyle et Hercule Poirot d'Agatha Christie, bien sûr, mais encore le père Brown, prêtre détective créé par l'écrivain G.K. Chesterton. Brown résout les crimes avec intuition et psychologie plus qu'avec des preuves matérielles. Plus étonnant, les principaux traits du futur lieutenant empruntent beaucoup au juge d'instruction Porfir Petrovitch dans le roman Crime et Châtiment de Dostoïevski. Link explique « Le personnage de Petrovitch nous a énormément influencé au moment de définir qui était vraiment Colombo. Le fait qu'il ne soit absolument pas arrogant et qu'il agisse toujours un peu en décalage permet à ceux qu'il soupçonne de tomber le masque car il ne se méfie pas de lui. Et puis comme Petrovitch encore, Colombo c'est le type dont vous connaissez la vie professionnelle mais dont la vie personnelle reste un énorme mystère. Là encore, c'est une bonne façon de prendre l'avantage sur les autres. Et comme Petrovitch, Colombo arrive bien plus tard après le début, est habillé de façon négligée et a des chaussures usées. La fameuse petite phrase « juste une dernière question » viendrait de Dostoïevski et sera reprise ensuite par le réalisateur Alfred Hitchcock dans son film « Le crime était presque parfait » où l'inspecteur-chef Hubbard, policier sympa et avec un perméable, dit « Ah, il y a encore autre chose, monsieur. » Oh, attendez, j'oubliais. Peter Falk va en faire une phrase culte dans la série. Bref, un savant mélange d'influences littéraires et culturelles. Pas découragé par l'échec du premier téléfilm, Levinson et Link relancent le concept 2 ans plus tard, en 1962, dans une pièce de théâtre intitulée Prescription Murder, inculpé de meurtre en français, avec Joseph Cotten dans le rôle du docteur Fleming et Thomas Mitchell dans celui de Colombo. Mitchell livre une performance éblouissante et reçoit les faveurs du public, alors qu'au départ, le récit se centrait plus sur le docteur que sur le lieutenant. Malgré tout, la pièce fait un flop et Mitchell décède peu après la pièce qui s'arrête. Les années passent jusqu'à 1968. À cette époque, les téléfilms ont la cote auprès du public, friand d'histoires en tout genre. Link et Levinson y voient une opportunité pour relancer Colombo. Ils proposent à NBC d'adapter la pièce inculpée de meurtre en téléfilm. La chaîne accepte, mais il reste à trouver un nouvel acteur pour camper Colombo. Un personnage que le duo voit plutôt comme un flic de 60 ans, expérimenté, et le duo veut Bing Crosby. Mais celui-ci refuse, préférant sa retraite au golf. Il contacte ensuite Lee J. Cobb, solide acteur connu pour son rôle de juge dans la série western Le Virginien. Retenu sur un autre tournage, il décline la proposition. Entre-temps, le scénario est tombé dans les mains de Peter Falk qui veut à tout prix jouer le rôle. Out of the blue, phone rings in our office and it was Falk. He said, I got a copy of this script, this prescription murder, and he said, I'll kill to play that comp. That was the exact words I remember. Kill to play that comp. À 40 ans, l'acteur avait été nommé 2 fois aux Oscars et était un visage familier du grand public, connu pour ses participations remarquées à des séries télé mythiques comme un dictateur parano dans La 4e dimension et un gangster vicieux dans Les Incorruptibles. Au cinéma, il menait une belle carrière de second rôle, notamment dans les comédies loufoques Un monde fou 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 et La grande course autour du monde et les films de guerre La bataille pour Anzio et Un château en enfer, sans oublier les films indépendants de son pote John Cassavetes comme Husbands. Link et Levinson acceptent de confier le rôle à Falk et de faire de Colombo un quadragénaire. Inculpé de meurtre se tourne en 1968 avec Jane Barry dans le rôle du docteur Fleming. Le téléfilm rencontre un immense succès. C'est à peine croyable. Face à un tel succès, NBC et le studio Universal veulent faire de Colombo une série hebdomadaire. Voilà, quelque chose comme ça. Pas question pour Levinson, Link et Falk. Pour eux, le téléfilm était un one-shot et basta. Colombo retourne au placard avant de refaire surface 2 ans plus tard, en 1970. Ah, j'ai pas encore fait surface, moi. Devant l'insistance de NBC et Universal, Peter Falk finit par accepter car il venait de se faire arnaquer par son agent et n'avait plus un rond. Oh, eh ben,
Mais attendez, si peu. Un peu à contre-cœur, car il ne voulait pas s'enfermer dans une série télé, il rempile dans le rôle du lieutenant Colombo, mais à condition d'avoir du temps libre à côté pour se consacrer à sa carrière cinéma et au théâtre. Pas question pour lui de tourner 22 épisodes par an, ce sera 3 à 6 téléfilms par an, et c'est tout. Quant à Lincoln Levinson, il voulait de la qualité et estimait ne pas pouvoir fournir un scénario bien abouti chaque semaine. Qui aurait pensé ça il y a seulement 1 minute? Pour mener à bien leur projet, ils vont s'entourer de scénaristes brillants, parmi lesquels Steven Bochco, futur producteur de séries policières de grande qualité comme Capitaine Furio, Hill Street Blues en VO, La Loi de Los Angeles et New York Police Blues. À partir de là, la légende se construit avec Peter Falk qui va créer une série de gimmicks, des éléments récurrents, totalement savoureux et originaux. Tout d'abord avec l'imperméable crasseux. Eh ben, j'ai ma petite idée personnelle. L'impair donne un côté décalé à Colombo car qui s'habille comme ça en Californie où il ne pleut quasiment jamais. Mais Colombo venait de New York et cela avait donc du sens. Savez-vous qu'il y a toujours une explication raisonnable et logique à tout si vous faites un peu attention? Ensuite, le cigare pour donner une touche familière et un peu débraillée, puis des éléments plus farfelus avec la Peugeot 403 cabriolet. Déglinguée, elle donnait un côté un peu exotique au pays des grosses américaines, cela le démarquait totalement des simples voitures de flics. Et bien sûr le chien, un basset hound, introduit à la demande de la chaîne et du studio pour que Colombo ait un partenaire. Sans nom, simplement surnommé le chien, il devient rapidement la mascotte du public qui adore son côté apathique et espiègle. Pour le démarquer encore des policiers classiques des autres séries de l'époque, Colombo ne porte pas d'armes et avoue d'ailleurs ne pas savoir tirer. Et moi, je raterai une vache à 2 près, vous savez bien. Il souffre aussi de toute une série de phobies, mal de mer, vertige, mal de l'air, pudique par rapport au sexe, quoique. Mais est-ce que tout ça, ce n'est pas du show pour mieux duper l'assassin? Colombo, c'est encore une série de mimiques et une gestuelle délicieusement originale. Peter Falk a compris que le charme de Colombo venait de son humilité trompeuse. Il a donc accentué le côté brouillon, hésitant, distrait, tout en gardant une vivacité d'esprit tranchante. Ce contraste rendait le personnage à la fois comique et redoutable. Beaucoup de tics et de répliques cultes de Colombo ont été improvisés, comme la fameuse phrase « Just one more thing ». Ah, encore une petite chose, en version française. Au départ, elle n'était pas écrite dans le scénario. Falk s'en servait sur le plateau de tournage pour surprendre ses partenaires et l'effet était si efficace qu'elle est devenue la marque de fabrique du personnage. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui. Enfin, la gestuelle, Falk avait un œil de verre du côté droit car il avait perdu son œil à 3 ans à cause d'une tumeur. Il va faire un atout de ce handicap en jouant sur un regard légèrement désaxé qui accentuait le côté étrange mais attachant du lieutenant. Et voilà un policier qui surclasse tous les autres par son originalité et va devenir un des plus attachants et iconiques de l'histoire des séries télé américaines. NBC ne veut pas prendre de trop gros risques financiers et s'assurer que Colombo plaît toujours au public. Après inculpé de meurtre, la chaîne commande un nouveau téléfilm intitulé Rançon pour un homme mort, écrit par Dean Hargrove d'après une histoire de Richard Levinson et William Link. Diffusé au printemps 1971, c'est à nouveau un grand succès. NBC commande la série régulière, diffusée en septembre de la même année, dans le cadre de la soirée NBC Mystery Movie qui proposait d'autres téléfilms policiers comme Un shérif à New York avec Dennis Weaver et Macmillan avec Rock Hudson. Et là, Colombo renverse tout. À l'époque, des séries policières comme Hawaii Police d'État, L'Homme de Fer, Sur la piste du crime et Dragnet mettaient l'accent sur des hommes forts et sur d'eux, des poursuites en voiture, des coups de feu, des bagarres et la recherche du criminel qui a tué. Colombo va prendre le contre-pied de tout ça en appliquant le principe de l'énigme inversée. Dès les premières minutes, le spectateur voit le crime se dérouler, on sait qui est le meurtrier, comment il a agi et pourquoi. L'énigme inversée n'a pas été inventée par les auteurs de Colombo, mais par l'auteur anglais Richard Austin Freeman, un des maîtres des romans policiers dès 1912, connu pour avoir créé le personnage du docteur Thorndyke. Mais l'appliquer à une série policière, c'était totalement inédit à l'époque. Dans Colombo, le suspense ne vient plus du crime, mais bien de la déduction. Toute la suite du récit va se focaliser sur le fait de savoir comment le petit flic va trouver le détail qui tue pour coincer le coupable. La série met en avant la puissance de l'esprit avec un détective plus humain qu'héroïque. En coulisses, c'est un vrai casse-tête pour les scénaristes de trouver la fin parfaite, le truc qui allait démasquer le tueur. Getting writers to come up with the clues. Dick and I would spend, oh my God, just on one thing, maybe 2-3 days trying to solve it. Oui, quand on y pense, c'est quand même assez bizarre, non? Par sa présence singulière, à la fois charismatique, ironique, mais avec un côté modeste et imprévisible, Peter Falk donne à Colombo une dimension humaine et comique inédite. Sous ses airs distraits, Colombo observe tout et tel un prédateur fonce sur sa proie au moment le plus propice, les mots, les gestes, les détails. Et quand il lâche son fameux « Oh, juste une chose », on sait que la partie est terminée. C'est simple, lent, mais redoutablement efficace.
Chaque épisode de Columbo suit une mécanique narrative presque musicale, très précise et fluide, mais infiniment modulable, où on voit l'assassin commettre un meurtre souvent très élaboré. Columbo enquête quasi exclusivement dans les milieux huppés, chez les personnalités riches et influentes, pas dans des quartiers sordides ou chez des gens ordinaires. Parmi les professions montrées, stars de la scène et du cinéma, politiciens, diplomates, chefs, critiques, vignerons, photographes, écrivains, éditeurs, magiciens, commissaires de police, docteurs, avocats, architectes, toreros, vendeurs de voitures d'occasion, etc. Avec une belle brochette de talents pour les incarner avec classe, citons notamment Lee Grant, Jack Cassidy, Robert Culp, John Cassavetes, Anne Baxter, Leonard Nimoy, George Hamilton, Dick Van Dyke, Martin Landau, Laurence Harvey, Donald Pleasance, Patrick McGowan, Johnny Cash, Robert Vaughn, William Shatner, Janet Leigh, Ricardo Montalban, Ruth Gordon et bien d'autres. Les criminels issus de la haute société sont des personnes intelligentes, élégantes, sûres d'elles-mêmes, arrogantes et souvent méprisantes envers Columbo. Le tueur peut aussi bien être une femme qu'un homme, pas d'exclusive. Chaque sexe croit avoir commis le crime parfait et fait souvent preuve d'un certain machiavélisme. À de rares occasions, le crime a été commis de manière involontaire, sous l'emprise de la colère, mais généralement c'est prémédité et soigneusement planifié. La réalisation prend le temps de nous montrer la préparation du crime par le coupable. Ensuite, au bout de généralement 20 à 30 minutes, Columbo arrive souvent en retard, maladroit, un peu distrait. Le suspect le prend de haut. Très vite, le policier remarque un détail qui ne colle pas, une montre à l'envers, une lampe déplacée, un horaire incohérent. Non mais qu'est-ce qu'il y a comme coïncidence dans cette affaire? Puis il revient sans cesse voir le suspect, débarque sans prévenir, pose des questions anodines, l'épuise par sa présence insistante, presque harcelante. Oh, Et je vous préviens, plus une seule question. Lieutenant, pendant toute la semaine, vous n'avez pas arrêté de me poser des questions insidieuses et je commence à en avoir plein le dos. Oui, lieutenant, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? toujours aussi obstiné, hein. Je m'acharne? Qui, moi? Et il a cette fameuse manie de flatter l'ego du tueur en parlant de sa femme. J'ai raconté ça à ma femme, c'est une de vos admiratrices. Columbo tend un dernier piège en lançant un test, une reconstitution ou une fausse information, et obtient l'aveu ou la preuve irréfutable. Et là encore, vous mentez. Trop confiant en sa supériorité intellectuelle et exaspéré par ce petit bonhomme, le suspect finit par commettre une erreur ou se trahit par orgueil. Et se rend compte, trop tard, qu'il ne fallait pas se fier aux apparences, car Columbo est un maître du mensonge et de la manipulation et un génie de l'observation. Les compliments font toujours plaisir, mais... Oui, merci lieutenant, mais il faudrait faire plus attention à ne pas contaminer les scènes de crime. Casser votre œuf dur sur l'arme du crime ou utiliser un mouchoir peu stérile n'est pas la meilleure manière de conserver les preuves. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris chez vous. Mais bon, allez, vous êtes pardonnés, c'était avant les relevés ADN et l'arrivée de Grissom et sa bande dans Les Experts. Pourquoi ce schéma est-il si efficace? D'abord parce que nous, spectateurs, devenons complices. On sait tout dès le début et on se délecte à observer ce jeu du chat et de la souris. On savoure les réactions du meurtrier, on anticipe les déductions de Columbo. C'est un plaisir psychologique, pas un suspense de révélation. Ensuite, l'affrontement sous forme de duel intellectuel. Chaque épisode est un face-à-face entre Columbo et un criminel de haut rang charismatique. Ces meurtriers se croient supérieurs, mais Columbo les confond par sa modestie et son attention aux détails. Il y a là une forme de comédie sociale, le petit fonctionnaire rusé contre les puissants arrogants. Vous êtes un homme intelligent, mais vous le cachez. Vous êtes quelqu'un de peu ordinaire. Vous êtes très observateur, lieutenant. Oui, c'est pas ce que pense ma femme. Certains critiques ont parlé de lutte des classes, mais il n'y a pas de combat idéologique ni de revendication. La lutte se passe dans les cerveaux. Levinson et Link, les créateurs de Columbo, comparaient souvent la série à une partie d'échecs en disant « Le public connaît la position des pièces, mais veut voir comment le lieutenant va faire échec et mat. » We always had wealthy murderers, and it's like the working class man going against the murdering capitalist. I mean, that seemed to work, I guess, all over the world because average people, working people, identified with Columbo. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Excusez. Certaines scènes étaient très réussies grâce au rythme et à la mise en scène. Le réalisateur utilisait souvent un tempo lent et théâtral inspiré des pièces policières classiques. Cela permettait de mettre en valeur les dialogues et le jeu d'acteurs. Les producteurs de la série jouaient avec une mécanique, mais il pouvait y avoir 1000 variations. Même si la structure est fixe, chaque épisode varie dans le ton et l'ambiance. Certains sont plus psychologiques, comme Symphonie en noir avec John Cassavetes, d'autres plus comiques, comme Au trouble durant une croisière, d'autres encore flirtent avec la tragédie morale, où Columbo semble presque désolé d'arrêter son
son adversaire. Ensuite, ils ont bien retenu la phrase d'Hitchcock qui disait « Meilleur sera le méchant, meilleur sera le film ». Non, sans blague. Plusieurs méchantes et méchants sont particulièrement réussis et souvent c'est une star hollywoodienne confirmée qui joue un riche criminel sociopathe, certain d'avoir réalisé le crime parfait. Pas de fusillade, pas de course-poursuite, juste des mots, des traits d'esprit et pourtant la tension psychologique est palpable jusqu'au dénouement final révélé par un habile stratagème du perspicace lieutenant, du grand art. Contrairement à beaucoup de séries policières de son époque, Columbo n'a jamais misé sur un thème d'ouverture tonitruant ou un leitmotiv récurrent facilement reconnaissable. En cela, elle se démarque totalement des autres séries télé de l'époque. Columbo joue plutôt la carte de la sobriété musicale, un choix artistique qui renforce son réalisme et met encore plus en valeur la finesse des enquêtes. Mais attention, discrète ne veut pas dire inexistante. La musique de Columbo a été façonnée par de grands compositeurs, parfois parmi les plus importants d'Hollywood, comme Henry Mancini, l'auteur de La Panthère Rose. Mais aussi Billy Goldenberg, connu pour la série western Opération Danger. Gil Mellé, connu pour la série de monstres Dossier brûlant et le film Le mystère Andromède. Patrick Williams, auteur de la musique de la série Lou Grant. Dick de Benedictis, papa musical des séries Matlock et Diagnostic Meurtre. Et le style jazzy pop d'Oliver Nelson qui écrira ensuite la musique de L'homme qui valait 3 milliards, tournée à la même époque sur des plateaux voisins. Jazz, électronique, orchestre, oui, Columbo mélange tout ça, mais toujours avec une règle, ne jamais voler la vedette à l'enquête. La musique installe, elle suggère, elle chauffe la scène, puis elle disparaît. La série veut que le spectateur se sente comme un témoin silencieux d'un vrai crime, d'où cette bande son élégante mais jamais envahissante, moderne pour son époque mais toujours subtile, profondément liée à la psychologie et non à l'action, et n'oublions pas This Old Man, la petite mélodie que Columbo siffle, un détail culte que les fans adorent. C'était une idée de Peter Falk lui-même. Il voulait que Columbo ait une habitude sonore, un petit tic, quelque chose de simple, familier et presque enfantin. La chanson apparaît dans plusieurs épisodes. À un moment, la production envisageait d'utiliser une variation orchestrale de This Old Man comme thème musical récurrent, mais la série a finalement préféré rester plus sobre et la chanson est restée un motif personnel du lieutenant, pas un leitmotiv officiel. Au final, ces divers styles musicaux ont donné une ambiance unique, immédiatement reconnaissable, élément fondateur participant à la longévité de la série. De l'aveu général, la première série de 1971 à 1978 reste la meilleure, de par la qualité de ses scénarios, à l'écriture fluide et des interprètes inoubliables au sommet de leur art. La seconde série des années 80-90 ne retrouve pas la magie des années 70, même si quelques excellents épisodes surnagent. Mais les méchants sont moins charismatiques et visuellement la série a nettement moins bien vieilli. La rigueur et l'implication de Peter Falk et des scénaristes déboucheront sur des épisodes remarquables. Bien sûr, tous ne sont pas bons, mais peu de séries peuvent se targuer d'avoir gardé un tel niveau de qualité au long cours avec 18 saisons et 69 épisodes entre 1968 et 2003. Parmi les 5 épisodes le plus souvent cités par les fans anglophones dans la série des années 70, numéro 1, le livre témoin, premier épisode officiel après les 2 pilotes et réalisé par un tout jeune Steven Spielberg d'à peine 25 ans, où Columbo démasque un écrivain qui a tué son associé en forme de clin d'œil macabre au duo Levinson et Link. Deuxième épisode, Quand le vin est tiré, où Columbo se lie presque d'amitié avec un meurtrier passionné de vin, magnifiquement joué par Donald Pleasence. Numéro 3, réaction négative avec Dick Van Dyke en photographe qui décide de supprimer sa femme, une horrible mégère. Une leçon de suspense.
Numéro 4, le chant du cygne avec un chanteur de country attachant fort bien joué par le vrai rocker Johnny Cash. Numéro 5, le spécialiste où le lieutenant va démasquer un chirurgien tueur récidiviste et particulièrement antipathique campé par Leonard Nimoy. C'est d'ailleurs un des rares épisodes où on voit Columbo s'énerver. Dans les années 90, citons surtout Votez pour moi où Peter Falk retrouve Patrick McGowan en avocat assassin, une prestation qui vaudrait un Emmy Award au grand Patrick. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Kippel. Docteur Kippel, entrez, lieutenant. Docteur Kippel, pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que vous me voulez? Voilà, j'aurais besoin de quelques petits éclaircissements pour mon rapport, mais je ne veux pas vous déranger. Faites ce que vous avez à faire comme si j'étais pas là. C'est bien ce que je fais. Des épisodes magnifiés par une incroyable version française et le formidable travail de doublage de Serge Sauvion qui a su retranscrire le jeu de Peter Falk tout en l'habillant avec son propre style car il était aussi un comédien de talent. Il se trouve que ce que fait Peter Falk est évident pour le personnage. Dans la mesure où il ne doit pas être exactement comme ça dans la vie, c'est donc un rôle de composition. C'est un rôle de composition vocale pour moi parce que j'ai peut-être plus de grave qu'il n'en faudrait à l'image. Enfin, il y a une question de rapport. On le connaît aussi pour avoir été la voix française de Burt Reynolds au cinéma et pour avoir aussi travaillé sur les séries Magnum et Mike Hammer, un grand monsieur qui nous a quittés en 2010. À ses côtés, d'autres voix inoubliables comme Jack Thébault, la voix française de Steve McQueen et Robert Conrad qui viendra doubler de nombreux méchants comme Robert Culp, Patrick McGowan, Martin Landau. Je crois que vous avez l'esprit déformé. Vous voyez des meurtres partout, lieutenant. Vous voulez que je vous dise, Columbo? Vous avez l'esprit tordu. On me l'a souvent dit. Citons encore Roger Rudel, la voix française de Kirk Douglas et Ross Martin alias Gordon dans Les Mystères de l'Ouest. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Je t'ai dit de ne pas te faire le moindre souci et garde tout ton calme. Vous avez l'intelligence, de l'esprit de déduction, une grande ténacité. Raymond Loyer, la voix française de John Wayne. Et je me pose des questions. Je suis sûr que vous trouverez la réponse. Jean-Claude Michel, qui doublait Clint Eastwood dans les années 70 et 80 et pléthore d'autres séries comme Dynasty et The Equalizer. Je vous ai donné une liste de personnages très suspects et un excellent mobile. Je crois que ça devrait vous suffire. Claude Joseph sur Robert Vaughn. Je crois qu'il s'agit de la chanteuse qui faisait partie de l'orchestre. Oui, Rosanna Wells. Ah, un gentil petit gars, hein. Un charmant jeune homme. Ouais, avec un dossier de ce genre, ça en fait des non-lieux. Vous devriez avoir honte, tous les deux, d'entraîner ce petit garçon sur les chemins du crime. Lita Recchio sur plusieurs actrices. Ah oui, c'est exact, je pars en fin de semaine, je vais vers le soleil. L'envie m'est venue de changer un peu d'horizon et d'air. Vous n'avez pas accompli votre mission, j'appellerai la police. Est-ce que vous entendez? Oh, Samantha, tu nous as fait une table réellement ravissante. Merci, maman. Et bien sûr, Jacques Deschamps, la voix française de Robert Stack dans Les Incorruptibles et Richard Anderson dans L'homme qui valait 3 milliards. Si tu ne t'appelais pas Chadwick, et si tu n'avais pas tout ce qui nous entoure, est-ce que tu crois que Peter Hamilton t'aurait seulement regardé? Vous savez, j'ai eu plusieurs fois la nette impression que vous croyiez que c'est moi qui l'avais tué. C'était pour moi l'âge d'or du doublage où chaque épisode constitue un petit film à part entière et se savoure longuement. Le succès est immédiat. Dans les années 70, Columbo réunit jusqu'à 30 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Incroyable pour des épisodes s'étalant de 70 à 90 minutes, soit près du double du format habituel de 45 minutes. Peter Falk remporte 4 Emmy Awards pour son interprétation du lieutenant Columbo et la série devient un modèle exporté dans le monde entier. Sur le tournage, Peter Falk n'est pas qu'un acteur, il devient le gardien du ton de la série et s'approprie totalement le personnage et le transforme. Il réécrit, choisit parfois les réalisateurs lui-même et va jusqu'à mettre en scène un épisode, Ville Fatale, le seul qu'il fera. Le comédien ne fait pas que jouer, il s'investit totalement dans son personnage. Il voulait que Columbo reste cohérent, pas de violence gratuite, pas de gadget, juste du cerveau et du caractère. Ah, bien sûr. Il voulait comprendre chaque détail du scénario et n'hésitait pas à demander des réécritures s'il estimait qu'une scène ne sonnait pas juste pour Columbo. Et il se disputait souvent à ce propos avec Richard Levinson et William Link, les créateurs de Columbo. Et plus souvent encore avec les cadres de NBC et d'Universal qui ne voyaient en lui qu'un emmerdeur avec des caprices de star. J'admets que ça n'est pas très élégant de ma part, mais... Cette exigence a
contribue à maintenir un niveau de qualité exceptionnel dans la série, surtout dans les premières saisons. Face à la caméra, il parle doucement, il improvise, il laisse des silences, il ajoute ce tic inimitable, le regard ailleurs, puis la question qui tue. Mais il est critiqué par NBC et Universal pour sa lenteur et son perfectionnisme. Dans les années 70, les épisodes devaient se tourner en 10 jours, mais finissaient le plus souvent par s'étaler sur 20, voire 28 jours. Scénariste et producteur sur la série des années 70, Dean Hargrove se souvient, Peter apprenait ses répliques sur le plateau. Il prenait son temps, voulait reprendre. Ça durait de plus en plus longtemps. NBC a envoyé quelqu'un parce que le budget explosait et Universal refusait de payer le déficit de la série. Le mec de NBC est venu pour voir s'il pouvait reprendre le contrôle de la série. Il a fait long feu face à Peter, ça l'a ralenti encore plus. Donc ils ont fini par annuler la série, ça coûtait trop cher. Les exigences salariales de Peter Falk n'étaient pas étrangères au surcoût. Au début de la série des années 70, il touchait $25 000 par épisode, à la fin 300 000. Dans les années 90, son salaire passe à 500 000 $, l'épisode pour finir à $1 million. La série s'arrête donc en 1978, Peter Falk était épuisé, 10 ans passent et Peter Falk souhaite rempiler. Il revient en 1989 avec des téléfilms plus longs, tournés jusqu'en 2003. Ces nouveaux épisodes sont plus sombres, plus lents et divisent les fans. Certains regrettent la légèreté des débuts, d'autres saluent un Columbo plus humain, plus mélancolique. Au terme de 69 épisodes et 18 saisons étalées sur presque 35 ans, Columbo range définitivement son impair, il a 76 ans. C'est la fin d'une ère, mais pas la fin de son influence, car son charme reste éternel. Il faudrait que j'arrête, d'ailleurs j'ai jamais commencé, j'ai jamais fumé, donc voilà, mais bon, faut bien se mettre dans le rôle. Alors, grâce à Peter Falk, Columbo a acquis une profonde humanité. Ce n'était pas un super flic ni un génie arrogant, mais un flic normal, un homme simple, curieux, humble et redoutablement perspicace. Aujourd'hui, le personnage est une icône de la culture populaire, au même titre que Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, mais avec un charme beaucoup plus discret et ironique. D'ailleurs, la ville de Budapest lui a même dédié une statue avec le chien. C'est un hommage au comédien qui avait, paraît-il, des origines hongroises. Ensuite, le modèle Columbo a profondément influencé la fiction policière. Je ne sais pas si on peut parler d'héritage. Tout d'abord, dans les années 80, avec Jessica Fletcher dans Arabesque, Murder, She Wrote, où une auteure de romans policiers aide à résoudre des crimes par son sens aigu de l'observation. Une série également créée par le duo Levinson et Link, avec Peter S. Fisher, un ex-scénariste de Columbo. Des décennies plus tard, on peut encore citer les séries Monk, Dr. House, enquêteur malgré lui, qui reprennent la recette de Columbo avec un héros brillant, excentrique et des enquêtes centrées sur la psychologie. Autre héritier direct et mémorable du modèle Columbo, The Mentalist avec Patrick Jane qui roule en DS, un clin d'œil à la Peugeot 403, il porte même aussi des vieux souliers usés et un sens aigu de l'observation. Au cinéma, le détective Benoît Blanc, joué par Daniel Craig, dans À couteau tiré, lui doit aussi beaucoup. Mais au final, qui est Columbo ? Sa vie personnelle reste un mystère. On peut effectivement penser qu'il a une femme, même si on ne la voit jamais. Pourtant, elle existe bel et bien, car d'autres témoins l'ont vue, comme l'équipage de l'épisode Au trouble. Hé, commissaire, vous n'auriez pas vu ma femme ? Ah si, justement, elle cherche après vous. Pourquoi ne porte-t-il pas d'alliance alors ? A-t-il vraiment des enfants ? La série multiplie les contradictions, disant tantôt qu'il a des enfants, tantôt qu'il n'en a pas. Where is your wife? You said she might come along. Well, we have a little trouble with a babysitter. You see, our regular girl has her finals tomorrow, and everybody else is down there at the rock concert. You know what it is when you have kids. I gotta go to work. My wife and kids, they're visiting my mother-in-law up in Fresno. We never had children, I'm sorry to say, but we had each other. Quant aux membres éloignés de sa famille, on ne les verra jamais, sauf un neveu, dans un épisode des années 90. Alors, était-ce un leurre pour endormir les criminels et ainsi mieux les amadouer ? Aucune idée. En tout cas, Columbo semble vivre dans sa voiture, il va manger du chili avec des biscuits dans son restaurant préféré, on le voit jamais chez lui. Même son prénom n'était pas destiné à être révélé au public. La légende veut que ce soit un accessoiriste qui avait créé sa carte de police et avait rajouté le prénom Frank. Et quand les DVD sont arrivés, des petits malins ont réussi à agrandir l'image et ont révélé le prénom qui n'était pas censé exister. Columbo ne se révèle d'ailleurs jamais son prénom à ceux qui lui demandent. Vous devez avoir un prénom ? Lieutenant. Vous avez bien un prénom ? Ah, bien sûr. Mais ma femme est à peu près la seule à s'en servir. Mais au final, c'est peut-être pas plus mal comme ça, car ça permet à notre esprit de vagabonder, d'imaginer toutes sortes de vies à Columbo. Ce mystère participe à l'attrait du personnage. Secret ? Quel secret ?
Bon, par contre, on regrette le choix de la chaîne NBC d'avoir créé une série dérivée, Madame Colombo, Kate Mulgrew, d'ailleurs Levinson, Link et Peter Falk étaient contre. La suite leur donna raison, puisque ce spin-off ne va pas faire long feu, 13 épisodes, sans doute parce que c'était trop éloigné de l'image que les spectateurs se faisaient de la femme de Colombo, et d'autres séries à succès ont repris ensuite le concept du personnage, dont on parle beaucoup, mais qu'on ne voit pas, hein, comme Drôle de Dame avec Charlie de l'agence de détectives, et ensuite l'écrivain à succès Robin Masters dans Magnum. Cela aura sans doute beaucoup nuit à l'attrait de ces séries si on avait vu leur visage. Ils sont restés mystérieux et c'est sans doute mieux comme ça. Alors, comme beaucoup d'entre vous sont français, et merci de me suivre, je m'en voudrais de ne pas citer les deux pièces de théâtre, celle en 2005 avec Pascal Brunner et l'autre en 2017 avec Martin Lamotte. Par contre, et je tiens à le souligner, cette vidéo n'a pas la prétention de tout vous dire sur Colombo, loin de là. Un bon point. Ce n'est qu'une modeste introduction, rien de plus. L'idée, c'est qu'on passe un bon moment ensemble, pas de vous faire la leçon, et qui sait, peut-être de vous donner envie de la revoir. Le monde de Colombo est tellement passionnant qu'il est impossible de tout dire dans une vidéo. Très juste. Et dès lors, je vous renvoie aux nombreux livres intéressants à découvrir ou à relire si vous ne les connaissez pas ici. Bon, évidemment, il y a le dossier Colombo de Marc Davidziak, très cher aujourd'hui. Anatomie du crime de Didier Liardet, excellent. Plein feu sur Colombo de Pierre Bagné, également excellent. Et juste une dernière chose, les mémoires de Peter Falk à lire absolument. Si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr les éditions DVD Blu-ray, dont une magnifique sortie ici en 2023 chez l'Atelier d'Images. Mais c'était vraiment une bonne idée. Allez également voir les autres chaînes YouTube, comme les Chroniques de Méa, qui a fait d'excellentes critiques de la saison 1, mais également Le Bistrot du Cinéma, La Théorie de Graham. Bref, je vous mets toutes ces informations sous le lien en description. Alors, ces vidéos, évidemment, sont fort instructives, très bien faites. Bravo à eux, ça je tenais à le souligner. Et maintenant ? Et dites-moi en commentaire quels sont vos épisodes ou vos saisons préférées de Colombo. Voilà. Merci. Alors, pourquoi Colombo nous fascine encore ? Parce qu'il prouve qu'on peut captiver avec de la lenteur, de l'humour et une curiosité sans fin. Un cigare, un impair, un sens de l'observation qui voit ce que les autres ne voient pas. Au final, Peter Falk a transformé un simple flic en icône mondiale, toujours bien vivant dans nos mémoires. Colombo, c'est plus qu'une série, c'est une leçon de simplicité et d'intelligence. Oui, c'est très possible. Peter Falk nous a hélas quitté en 2011, atteint de la maladie d'Alzheimer à 83 ans, mais sa mémoire reste éternelle. Merci pour votre intérêt. Et à la prochaine. Je m'appelle Colombo, madame, et je suis lieutenant de police. Permettez, faites voir, je vous prie. J'aimerais vérifier. Eh bien, on n'avait guère la tête de l'emploi. Merci.